Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui ce matin pour cette table ronde proposée par EasyCash. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux et puis ici depuis cette salle au cœur de Paris dans le 12e arrondissement, juste au cœur de la maison de la RATP. On est ravi de vous accueillir. Pendant 3 quarts d'heure, on va échanger sur la seconde main, comment passer de l'alternative à la norme durable. On a souhaité poser la question aujourd'hui parce que la seconde main n'est plus un phénomène marginal, c'est pas un simple phénomène de mode ou de tendance lifestyle aujourd'hui. C'est un fait social, un fait économique. Les derniers chiffres montrent que 3 Français sur 4 ont vendu ou ont acheté un produit de seconde main sur les 12 derniers mois. La seconde main ne remplace certainement pas aujourd'hui, malheureusement pas encore totalement le neuf. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. On verra ensemble les leviers, les freins également pour passer à une seconde main à grande échelle. Elle s'installe aujourd'hui. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cette grande échelle n'est pas mise en place? Est-ce que c'est un manque de confiance? On parlera peut-être des effets rebonds, on parlera certainement également de la fast fashion, de la seconde main. On n'est pas là pour faire l'éloge de la seconde main. On a compris évidemment que c'est un système qui doit se mettre en place, mais on va essayer aujourd'hui de se poser collectivement une question qui est beaucoup plus exigeante. Dans quelles conditions la seconde main devient-elle réellement une solution durable, crédible et désirable? On a ensemble et devant vous, face à vous, 5 invités que je vais vous présenter. Vous les voyez, vous pouvez les applaudir. Avec Hortense Pruvot, qui est directrice Impact chez Vestiaire Collective. Merci beaucoup Hortense. Prenez le micro, vous avez chacun un micro à côté de vous. Marie Simunic, qui est directrice développement durable chez Leroy Merlin. Bonjour Marie. Vous pouvez applaudir Marie qui est avec nous, qui a décidé de participer à cette table ronde. Flavie Vanderscher, bonjour Flavie, merci d'être là. Vous pouvez applaudir Flavie qui est responsable plaidoyer de l'association HOP, Halt à l'obsolescence programmée. Il y a plein de choses à voir hyper intéressantes avec vous. Thomas Beroun, bonjour Thomas, merci d'être là. Bonjour. Cofondateur d'Impact Lab. Thomas, vous êtes docteur en psychologie, expert des comportements de consommation durable. On a hâte de vous entendre. Et puis Sophie Monoro, directrice RSE chez EasyCash. Bonjour Sophie. Sophie est venue avec son fan club aujourd'hui, ça fait plaisir. Très bien, très bien. Premier point, contexte général de la seconde main. Et Sophie, je vais m'adresser à vous. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement sur la seconde main? Il y a un observatoire qui est sorti il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet observatoire? Et pourquoi EasyCash, aujourd'hui, a souhaité ouvrir ce débat à la fois en interne avec les directeurs de magasins, directeurs de les franchisés, mais aussi en externe, puisque cette table ronde est diffusée sur les réseaux en externe. Pourquoi, Sophie? Merci déjà à tous d'être là et nombreux malgré cette heure matinale. Donc tu le disais en introduction, effectivement, la seconde main progresse vite, mais on n'arrive pas encore à passer à l'échelle. Aujourd'hui, on va essayer de regarder pourquoi et quels sont les leviers pour faire face à ces freins tous ensemble. Et je pense que la table ronde et les acteurs qu'on a choisis sont tout trouvés pour trouver les solutions. Nous, chez EasyCash, on a voulu ouvrir ce débat aujourd'hui parce qu'on est l'acteur historique de la seconde main. Donc on fête cette année nos 25 ans. Que viennent au magasin, on est au plus près des préoccupations des consommateurs. Et donc, face à cette position sur le marché, on pense avoir des choses qui rassemblent autour de la seconde main, des choses à dire. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette table ronde. EasyCash a publié un livre blanc que chacun a pratiquement tous dans les mains ce matin sur l'impact positif de la seconde main. Pourquoi ce travail et qu'est-ce qu'on y retrouve concrètement à l'intérieur? Effectivement, on vous a remis ces versions papier. C'est issu d'un travail qu'on a réalisé l'année dernière. Notre question, c'était est-ce que la seconde main est vraiment vertueuse? Mais c'était surtout de comprendre les conditions dans lesquelles la seconde main a réellement un impact positif. Donc on a défriché tout un tas de méthodologies. Et parce qu'on ne voulait pas garder ça pour nous, on a décidé d'en faire un livre blanc et de le partager en open source. Donc vous l'avez en version papier, mais aussi en version digitale sur le site EasyCash Group, pour ceux qui sont à distance. N'hésitez pas à aller l'explorer, parce qu'on a mis à l'intérieur tous nos apprentissages sur ce chemin. Alors avant de parler des solutions de la seconde main pour qu'on passe vraiment à une échelle supérieure, on va voir ce qui bloque. La seconde main ne remplace pas encore le neuf, c'est ce que je disais tout à l'heure, et elle se heurte à de nombreux freins. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la seconde main de devenir un réflexe plutôt qu'un choix encore parfois contraint? Thomas Beroun, je me tourne vers vous pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà ce que vous faites chez Impact Lab? Quels sont les travaux que vous avez menés concrètement sur le comportement des consommateurs français autour de la seconde main?
Bonjour à tous. En 2 mots, nous, à Impact Lab, on accompagne organisations, donc ça comprend collectivités, entreprises, associations, sur les enjeux liés à la conduite du changement au comportement, sur des thématiques en jeu de société. Donc plus concrètement, nous, on prend appui sur des sciences comportementales pour planifier, expérimenter et déployer. L'idée, c'est que concernant les pratiques de consommation, pour simplifier, on va essayer d'imaginer ce matin que chaque personne est stimulée par un système de motivation. Les comportements d'achat sont essentiellement réductibles, mais pas que, à des questions de consommation. Donc nous, la question qu'on se pose, c'est quels sont les facteurs qui motivent ou qui démotivent, c'est le même axe, le recours à la seconde main. Et donc par exemple, en France, on sait que ce qui motive les personnes sondées en tout cas, en premier lieu, ça va être la contrainte financière. En deuxième lieu, c'est la motivation environnementale. Et en troisième lieu, c'est acheter le produit, un produit d'une gamme supérieure. Et alors là, je vous donne un exemple d'un endroit où justement les disciplines comportementales peuvent être utiles. On sait que dans les données déclaratives, on est soumis à un biais qu'on appelle un biais de désirabilité sociale. Donc simplement, quand une justification est valorisante pour nous, on va avoir plus tendance à y recourir, ou à l'inverse, quand une justification n'est pas très valorisante, voire dévalorisante, on ne va pas l'énoncer et parfois même, on ne va même pas la conscientiser. Donc, plus simplement, nous, notre rôle, ça va être de savoir quels sont ces facteurs qui déterminent nos comportements, de faire lumière sur ces motivations qui sont parfois discrètes, je dirais. Thomas, vous parlez de l'ambivalence des consommateurs face à la consommation responsable. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors, on entend parfois parler de l'ambivalence du consommateur. Donc moi, je suis issu d'une discipline qui s'appelle la psychologie sociale. Et pour nous, on parlerait plutôt d'ambivalence d'être humain. Voilà, je ne vais pas faire un gros écart. Mais l'idée, encore une fois, et je pense qu'on peut raisonner avec cette idée de système de motivation, il faut imaginer un système de motivation complexe, on va dire avec beaucoup de lignes, qui concernent de nombreux objets différents. Et en fait, il arrive qu'à l'occasion, certaines de ces motivations rentrent en conflit les unes avec les autres. C'est ce que nous, on appelle communément la dissonance cognitive. Je pense que c'est des termes que peut-être la plupart d'entre vous ont déjà entendus. Pour donner un exemple qui correspond à la thématique du jour, on peut être tenu par des motivations écologiques, se dire j'ai envie de consommer en ayant un impact sur la nature qui soit minimal. Mais dans un autre temps, on peut être attiré par une image innovante. Il y a cette question de l'image quand on fait des achats, selon les types d'achats. On peut poursuivre certains produits en se disant « moi, je suis en quête d'innovation, non seulement parce que j'adore les nouveaux gadgets, mais aussi parce que ça donne une image de moi qui me valorise ». Et là, par exemple, si la personne partage ces 2 types de motivations, elle peut se trouver prise en tenaille entre les deux, entre le fait de se dire, en fait, il vaudrait mieux que j'achète seconde main, j'en suis conscient, mais d'un autre côté, quelqu'un qui est en poursuite de l'innovation va chercher à acheter les nouveaux produits, les nouvelles sorties, etc. C'est le plaisir d'acheter du neuf, hein, c'est ça. Ça fait partie aussi des freins psychologiques à la seconde main. Vous les avez listés, ces différents freins ? Alors, là, c'est un endroit où je vais commencer à être un peu frustrant. En fait, c'est compliqué de lister les freins à la seconde main. Et encore une fois, pour essayer de simplifier, c'est parce qu'ils dépendent de 3 grands facteurs. Le premier, c'est la personnalité des gens, les variables propres à l'individu. On a la personnalité, l'idéologie, etc. Les deuxièmes, ça va être des éléments qui peuvent être liés au contexte. On a tout ce qui est marketing, design, la norme sociale qui nous entoure. Et en dernier, des caractéristiques qui sont liées au bien ou à la pratique de consommation dont on essaie de faire la promotion. Je vous donne un exemple, les habits. Quand on cherche des habits, une des motivations qui rentre en compte, c'est la motivation ostentatoire. Autrement dit, on se projette sur l'image que ça va donner de nous, les vêtements qu'on achète. C'est pas juste pour éviter d'avoir froid mais à l'inverse, quand on achète un tournevis, un tournevis, l'image qu'il projette de nous, ça a bien peu d'importance au final. On va d'abord se référer à la qualité de l'outil ou éventuellement à son prix, mais on a d'autres types de motivations qui rentrent en compte. Et d'ailleurs, juste en ce qui nous concerne, pour le seconde main, le premier frein qui est déclaré, par exemple, pour tout ce qui est électronique reconditionné, en tout cas dans les sondages auxquels moi j'ai eu accès, c'est la peur du manque de fiabilité, la peur de la panne, etc. En revanche, pour les vêtements de seconde main, la première peur déclarée dans les sondages en France, c'est l'hygiène. Donc en fait, ça va dépendre de plein de choses, mais essentiellement du public auquel on s'adresse, de l'endroit où ça a lieu.
et de l'objet qui est promu. Bon, ça tombe bien, on a une représentante des tournevis avec Marie et Leroy Merlin, une représentante des vêtements avec Hortense pour Vestiaire Collective. Hortense, je commence avec vous. On parle donc beaucoup de la seconde main aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, elle ne remplace pas totalement, pas encore, le neuf. Pour quelles raisons? Comment est-ce que vous l'analysez chez Vestiaire Collective? Bonjour à tous. Vestiaire Collective, déjà, si jamais certains ne connaissent pas, c'est l'app leader de la mode de luxe de seconde main. On a une mission, on s'est donné une mission très claire qui est de transformer l'industrie de la mode et en s'appuyant avant tout sur les consommateurs, puisque ce sont eux qui choisissent d'acheter ou de vendre en seconde main. Tu dis que la seconde main ne remplace pas encore le neuf, c'est pas tout à fait vrai. Nous, on mesure un taux de substitution, un taux de remplacement qui est très élevé, donc la seconde main, elle remplace le neuf. Par contre, comme la seconde main n'est pas à l'échelle, elle ne permet pas encore de ralentir les volumes de production de neuf. Et ça, pour moi, c'est lié à deux choses. La première, c'est donc ce taux de pénétration qui est encore assez faible. Finalement, au regard de la consommation de mode, la seconde main, ça reste très peu important. Et notamment parce que si on regarde ces 10 dernières années, et même encore plus ces 5 dernières années, avec l'apparition de la fast fashion, puis de 3 générations de fast fashion et la dernière de l'ultra fast fashion, on a juste multiplié en fait les volumes de neuf mis en marché par 10. Juste en termes d'objectifs, les accords de Paris avaient, je crois, pour objectif à Target 2030, 20%, c'est ça, de produits intégrés dans la circularité, c'est ça? Oui, l'accord de Paris. On a toujours envie de dire les accords, mais oui, les accords de Paris. On est loin de cet objectif-là ou oui, alors effectivement, c'est McKinsey, il y a quelques années, dans son rapport Fashion on Climate, qui avait traduit la trajectoire pour le secteur de la mode, en l'occurrence, et qui nous dit que d'ici 2030, c'est-à-dire dans un peu moins de 4 ans maintenant, on devrait être dans un monde où un vêtement sur 5 est acheté, pas seulement en seconde main, mais en tout cas via des modèles circulaires, donc seconde main ou location. Et aujourd'hui, comme je le disais, le taux de pénétration dont on parle, il est selon les estimations de 5 à 8% du marché. Donc on est très loin des 20% qui sont juste l'objectif qu'on peut se donner pour être en ligne avec notre trajectoire climatique. Donc ça, c'est un objectif environnemental, mais après... En termes de société, on peut aussi aller plus loin et être plus ambitieux sur cet objectif. Si on fait le parallèle avec l'industrie automobile, j'adore le faire parce qu'en l'occurrence, dans l'industrie automobile, l'occasion a largement dépassé le neuf. Donc on peut aussi imaginer être plus ambitieux que ces 20%. Vous pointez du doigt la fast fashion et l'ultra fast fashion, on vient de le dire à l'instant. Qu'est-ce qui a changé concrètement la donne avec ce modèle économique? Le problème, il y a beaucoup de problèmes avec la fast fashion et je pourrais en parler des heures parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé chez Vestiaire Collective. Mais si je reprends un peu ce que tu as commencé à dire, Thomas, sur les moteurs pour se tourner vers la seconde main, le numéro 1, et nous on fait des enquêtes consommateurs et je suis assez alignée avec l'ordre dans lequel tu mets les choses, ça reste le prix. Oui. L'accessibilité économique. Et le problème, c'est qu'on est dans une industrie maintenant où le prix ne veut plus rien dire en fait. Le prix, il a été étiré d'ailleurs d'un côté comme de l'autre. On ne parle pas beaucoup du luxe, mais le luxe aussi, quelque part, pratique des prix qui sont complètement un peu déconnectés de toute réalité. Mais si on se concentre surtout sur le bas prix, parce que c'est la problématique de notre industrie, donc les prix ont été tellement tirés vers le bas que la décote perçue de la seconde main n'est plus suffisante pour en faire un argument de choix. Vestiaire Collective, il n'y a pas de point de vente, c'est uniquement en ligne. Et vous dites, aujourd'hui, clairement, c'est plus difficile de vendre de la seconde main en ligne que d'acheter du neuf en ligne. Que d'acheter du neuf. Alors déjà, que d'acheter du neuf en magasin, parce que je pense que le scénario neuf en magasin reste quand même, pour une partie de la population, le scénario classique, enfin la manière classique de s'acheter des vêtements. Et c'est sûr qu'il y a tout un tas de frictions avec le fait d'acheter en ligne et d'acheter notamment de la seconde main en ligne, le fait qu'il n'y a que des produits uniques. Donc même si on aime un certain modèle, on ne va pas le trouver en 5 tailles et en 10 couleurs différentes. Le fait qu'on ne puisse pas essayer le vêtement avant de l'acheter, le fait qu'il faille passer un peu plus de temps à chercher, etc. Mais en fait, je pense que finalement, le problème, c'est qu'on regarde encore acheter de la seconde. Enfin, le problème, c'est qu'il faut juste peut-être changer aussi sa manière de regarder sa consommation de mode. Et moi, c'est ça que j'apprends et que j'adore avec la seconde main, c'est que finalement, c'est une manière complètement différente de consommer la mode. C'est une manière plus patiente, plus vertueuse aussi, je pense, parce que quand on a passé du temps à chercher un vêtement, quand on investit aussi dans une pièce, quand on se renseigne un petit peu, justement, on renoue aussi avec
les créateurs, la valeur, l'histoire d'une pièce, et on a, en fait, derrière, c'est un cercle vertueux. On a un attachement aussi à cette pièce qui est complètement différent. C'est une réponse qui est plus lente, plus travaillée que le quick fix, entre guillemets, de la fast fashion, mais qui, je pense, est donc beaucoup plus vertueuse sur le long terme. On reviendra tout à l'heure sur la notion de plaisir d'acheter la seconde main, parce que ça, c'est important. Marie Simunic, directrice développement durable chez Leroy Merlin. Leroy Merlin, entreprise centenaire. Alors, quelques chiffres, 28 000 collaborateurs en France, 100 000 dans le monde. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un groupe comme le vôtre quand vous voulez faire de la seconde main, ce qui n'est pas votre business model d'origine, et de base? Alors en fait, si. Pour la petite histoire, nous on est nés il y a 100 ans, après la Première Guerre mondiale, de la revente des stocks américains par Monsieur Leroy et Madame Merlin. Donc le lancement de Leroy Merlin est né de ça. Et puis effectivement, l'histoire a fait que l'entreprise s'est structurée et que le succès s'est plutôt fait dans l'autre modèle linéaire, volumique, de répondre au plus grand choix, au plus grand nombre, avec cette volonté de démocratiser l'offre. Donc on va voir qu'on peut rejoindre nos enjeux. Le sujet pour nous, parce que des activités circulaires au-delà de la seconde main, on en fait depuis plus de 15 ans. Alors ça se sait généralement peu, mais on a des ateliers de réparation, on fait de la location depuis 15 ans, on a des espaces qu'on appelait les presque parfaits depuis 5-6 ans maintenant. Mais la vraie différence quand on a cette taille-là, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire finalement, on a une entreprise qui est ancrée dans un savoir-faire historique. On a une taille qui fait que si on veut que ce soit live dans tous les magasins, eh bien, ça nécessite d'accompagner une transformation humaine très large et très industrialisée. Et puis, le niveau de business model, il est complètement à réinventer. C'est-à-dire qu'on n'est pas... alors nous, on a 13 rayons officiellement. C'est pas un 14e rayon qu'on rajoute à nos magasins. C'est des produits qui vont lever des craintes de cannibalisation de l'offre historique, de déstructuration de l'assortiment d'offres, de rentabilité. On connaît assez peu finalement, quand je dis on, c'est globalement dans l'entreprise, les niveaux de rentabilité de ces marchés-là. Et puis, c'est parfois une image un peu réductrice des magasins de déstockage qui peuvent être pas suffisamment qualitatifs ou avec des produits un peu trop défraîchis. Et en fait, c'est un marché qui est assez peu connu et qu'on est en train de redécouvrir depuis quelques années. Mais effectivement, passer à l'échelle et industrialiser le modèle, c'est une vraie transformation d'entreprise qu'on compare, nous, à l'accélération e-commerce qu'on a vécue il y a 10 ans. Alors justement, pour lever ces freins dont on parle, vous avez enclenché 3 grandes transformations. Est-ce que vous pouvez nous les présenter Oui, alors la première, vous le comprenez, c'est une transformation culturelle. C'est de comprendre justement ce marché de la seconde vie et du circulaire de façon générale. D'abord comprendre que, contrairement à notre marché... alors, qu'en point commun, on a quand même l'accessibilité prix et l'envie de réduire l'impact sur la planète. Ça, c'est pas encore non plus beaucoup, mais on a un très très gros travail, nous, sur l'éco-conception de nos produits historiques avec un éco-score qu'on a lancé il y a plusieurs années et qui vraiment nous est un fil conducteur de l'amélioration de nos offres. Et donc, la seconde main rentre pleinement dans ces intentions-là. Par contre, nous, on a l'habitude de passer des commandes, d'être livrés à temps et puis de pouvoir maîtriser et nos stocks et nos approvisionnements. Donc, découvrir la notion de gisement, pouvoir gérer de la référence à l'unité, comprendre qu'on n'est plus pas dans des prix d'achat et des prix de vente qui sont relativement fixes avec des mécaniques de promo qu'on maîtrise, mais rentrer dans une forme de revenu management des prix d'achat, prix de vente et de monitorer ça au jour le jour, c'est une vraie bascule culturelle. Alors d'abord culturelle et puis après une vraie bascule technologique pour nous parce que tous nos systèmes d'information, ils sont faits depuis des années pour pouvoir gérer justement ce commerce linéaire et donc réinventer ces références à l'unité et ces systèmes d'information pour manager de façon industrielle sur l'ensemble de nos sites cette nouvelle forme d'activité, c'est un vrai programme de transformation qui amène à la troisième transfo, qui est la transfo des compétences, souvent sur les sujets d'impact positif. On a beaucoup de gens et de plus en plus des gens appétents et donc qui postulent en disant moi j'ai vraiment envie d'avoir un impact sur la planète et pour le coup on a la chance d'avoir beaucoup de collaborateurs très engagés
Et en fait, on comprend que derrière ce sujet de l'accélération de la seconde vie, c'est un vrai sujet de compétences, comme il y a 10 ans sur le e-commerce. Il ne suffit pas d'aimer Internet, il faut avoir des vraies compétences pour pouvoir accélérer de façon industrielle. Et la nécessité aussi, on en parlera tout à l'heure, mais d'être bien accompagné par les industriels. C'est toute la phase amont dont on va parler, parce que c'est très important, je sais, pour vous chez Leroy Merlin. Je voudrais passer la parole à Flavie Hop, donc halte à l'obsolescence programmée. Rappelez-nous en quelques mots, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos missions chez Hop? Association, c'est ça? ONG, association? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, bonjour à tous et tous. Donc nous, chez Hop, on est une ONG française qui agit pour lutter pour la durabilité et la réparabilité des produits et contre l'obsolescence programmée. Et donc pour faire ça, on a plusieurs champs d'action. On fait du plaidoyer notamment. Donc le plaidoyer, ça vise à mettre entre les mains des décideurs les bonnes informations pour faire les bons choix et pour changer les règles du jeu et avoir des lois, des normes qui permettent d'avoir des produits durables. Donc on a ce champ du plaidoyer. Donc moi, je suis responsable du plaidoyer. On a aussi une action d'enquête et de plainte. Donc l'idée, ça va être de fouiller et d'analyser certains produits qui peuvent être problématiques. Et ça nous est déjà beaucoup arrivé de porter plainte contre des grandes sociétés qui ne jouent pas le jeu de la durabilité. Donc il y a quelques années, on a obtenu une amende contre Apple de 25 millions d'euros. Et à la suite de ça, on a aussi déposé une deuxième plainte contre Apple et une autre récemment aussi contre HP. Ça, c'est pour la France ou c'est pour le... C'est pour la France. Pour la France, ok. Mais on fait aussi le plaidoyer qu'on fait, il est en France, mais aussi au niveau européen. J'ai pas précisé. Et en parallèle de ça, on a aussi des actions de sensibilisation, de mobilisation citoyenne autour des enjeux de la réparation, puisqu'on a aussi un besoin de sensibiliser à ce changement de comportement. Et en parallèle de ça, on a aussi impulsé le Club de la durabilité qui regroupe une quarantaine d'entreprises volontaires et c'est un vrai laboratoire d'innovation sur ces sujets de durabilité et qui montre aussi que la réparabilité peut être un vrai modèle économique nécessaire aujourd'hui. Et donc, on fait toutes ces expérimentations avec les entreprises du club. Flavie, vous parlez de 3 formes d'obsolescence programmée. Est-ce que vous pouvez nous les détailler et pour chacune de ces obsolescences, nous donner un exemple? Oui. Alors, l'obsolescence programmée, on la découpe en 3 formats. On parle d'obsolescence technique quand on parle des matériaux, des pièces qui ne sont pas conçues, par exemple, pour durer dans le temps ou qui tombent assez rapidement en panne. Donc là, ça peut être parfois même des pièces détachées assez difficilement trouvables ou même parfois très chères et du coup qui rendent le produit économiquement irréparable. Ensuite, on parle de l'obsolescence logicielle. Donc là, ça va concerner tous les systèmes d'exploitation des produits, qui est de plus en plus présente parce qu'on a de plus en plus de produits connectés. Et là, donc, il y a quelques mois, on a lancé une campagne contre la fin des mises à jour non payantes de Windows 10. Et donc une action contre Microsoft. On a monté une coalition d'acteurs et on a réussi à obtenir 1 an supplémentaire de mise à jour gratuite en Europe. Donc on voit vite un peu quand même les conséquences de cet impact logiciel. Ça fait des produits qui parfois ont même pas 5-6 ans, c'était le cas pour certains ordinateurs, qui ne pourront pas passer sur Windows 11 de fait d'incompatibilité. Donc ça, c'est l'obsolescence logicielle. Et en 3e obsolescence, on parle d'obsolescence marketing, qui regroupe toutes les pratiques commerciales des metteurs sur le marché pour inciter à renouveler de manière précoce un produit. Et donc, on a sorti un rapport l'année dernière sur cette question et où on défriche en fait toutes les pratiques d'obsolescence marketing, ou en tout cas qui incitent à la surconsommation. Et on y propose des recommandations. Et ce qu'on observe, c'est que l'obsolescence programmée, en fait, c'est souvent un cocktail des 3. Quand vous avez un téléphone, la batterie qui a quelques années, la batterie qui commence à faiblir, etc., avec des impossibilités de télécharger des applications parce que l'espace de stockage est saturé par un logiciel qui prend de plus en plus de place. Et puis en même temps, tous les ans, un nouveau modèle qui vient de sortir et qui nous fait penser qu'on aurait grand intérêt à changer ce téléphone. Voilà, ça c'est un exemple, mais souvent c'est un cocktail en fait des 3 obsolescences. Mais vous dites quand même que le marketing, ça pèse peut-être un petit peu plus que les autres, non? Dans le fait de passer à grande échelle pour la seconde main? Alors c'est pas forcément que ça pèse plus, mais c'est plus insidieux parce que c'est des choses dont on n'a plus vraiment conscience, mais on observe que ça
ça fait éprouver quand même une certaine frustration pour le consommateur. Nous, on a fait une enquête au sein de Hop et on voit qu'il y a 70% des Français qui se sentent surexposés à la publicité et qui sont assez sensibles à certaines de nos recommandations et qui pensent que ce serait une bonne idée d'agir en ce sens. Quand on parle du droit à la réparation, Flavie, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque concrètement? Qu'est-ce qu'il faudrait lever pour que ça devienne facile d'accès? On a l'indice de réparabilité maintenant qui est présent de plus en plus sur les produits, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller encore plus loin? Sur la réparation, il y a la vraie question aussi déjà de démontabilité parfois de certains produits. On a aussi la question de l'accès aux pièces détachées, mais aussi la question du prix de la réparation face au prix du neuf, puisqu'on a des chiffres de l'ADEME aussi qui nous montrent que pour que ce soit intéressant de réparer, enfin en tout cas le consommateur dans son choix, il va réparer si la réparation ne dépasse pas 30% du prix du neuf. Donc on a intérêt à réfléchir à cette question du prix des pièces détachées qui parfois est mirobolant et qui rend les produits économiquement irréparables. Mais il y a la question aussi des besoins. Enfin, ça peut être difficile de penser à la réparation quand il y a des gros freins, par exemple, à l'accès aux réparateurs. Ou même la facilité de déplacer un produit et la question de la temporalité aussi de la réparation, puisque c'est des produits qu'on a dans notre quotidien et dont on a parfois besoin. Enfin, ça peut être difficile de vivre sans certains produits en ce moment. Et donc, si on n'a pas accès à un réparateur très facilement, avec un coût clair et qu'on sait où on va en 24 heures, ça peut être plus simple parfois d'acheter du neuf. Donc, il y a beaucoup de barrières encore à lever. Voilà pour les freins. Maintenant, la prochaine question, c'est comment faire évoluer la seconde main pour que ça aille dans le bon sens et quels sont les leviers qu'on peut activer, que vous devez activer, que vous pouvez activer pour faire basculer le système. Vestiaire collective, Hortense, vous avez déjà fait le choix de bannir, de proscrire la seconde main sur la fast fashion et l'ultra fast fashion, heureusement, merci, de votre site internet. C'est un choix. Oui, la seconde main, ça aurait été un peu plus difficile. Oui, on a choisi de sortir de la fast fashion, effectivement, pour plusieurs raisons. Peut-être d'abord un petit mot sur le comment, parce que la fast fashion, elle n'a pas de définition officielle, donc on a déjà beaucoup travaillé avec des experts de l'industrie pour proposer une définition. Vous avez listé quoi, des marques? Vous avez listé des matières? Alors d'abord, on a listé des critères. Sur le côté surproduction, des critères de rapidité de mise en marché, de largeur de gamme, de volume mis en marché, puisque c'est bien la problématique dont on se parle. Et sur le volet de la surconsommation, les deux critères qu'on a retenus, c'est ceux dont on a déjà parlé finalement, c'est le prix et ce que tu dis sur l'obsolescence marketing. Nous, on a appelé ça l'intensité promotionnelle, donc le fait de aussi non seulement pratiquer des prix qui sont bas et qui ne sont pas liés à la valeur de production, et en plus de sans arrêt déprécier ce prix, ce qui fait que le consommateur est complètement perdu, encore une fois, sur cette notion de prix. Et à partir de cette définition, on a ensuite donc noté effectivement un certain nombre de marques et notamment toutes celles qui correspondent à la catégorie mass market, et on a sorti toutes les marques au-dessus d'un certain palier, ce qui correspond en gros à l'ultra fast fashion et la fast fashion traditionnelle. Cette définition ensuite on l'a quand même pas mal poussée auprès des pouvoirs publics parce qu'il y a beaucoup de travaux en cours en ce moment. Vous avez entendu parler de la loi qu'on appelle la loi anti-fast fashion, mais qui est la loi qui vise à réduire l'impact environnemental du textile. Et puis les travaux sur l'affichage, et donc il y a tout ce volet en fait qu'on appelle durabilité émotionnelle qui est extrêmement difficile à définir. C'est encore cette question de qu'est-ce qui fait qu'on garde un vêtement longtemps. Il y a la durabilité physique dont on peut tous plus ou moins se rendre compte, qui est la capacité d'un vêtement à tenir dans le temps, donc la qualité de la matière et de la façon. Mais on sait tous que c'est finalement pas seulement pour ça qu'on garde nos vêtements peu longtemps, ou en tout cas on s'en débarrasse très souvent avant, ou en tout cas on n'a plus envie de les porter très souvent avant même qu'ils arrivent en bout de course. Et donc c'est toute cette partie de durabilité émotionnelle qui est liée à cette définition de la fast fashion, qu'on a cherché donc à poser et à pousser auprès des pouvoirs publics. Et pourquoi nous, Vestiaire, on voulait plus pratiquer cette seconde main-là, je dirais trois choses. La première, c'est donc cette conviction qu'on ne doit pas faire de la seconde main comme on faisait du neuf, et la seconde main ne doit pas répéter les errances du neuf. Et on a commencé à parler un petit peu des effets de bord potentiels de la seconde main. Je pense que si la seconde main se concentre que sur la fast fashion et l'ultra fast fashion, on va créer en fait des effets de bord et des effets de surconsommation potentiellement importants.
Je pense qu'on va répéter aussi, encore une fois, cette errance côté consommateur de liens aux vêtements. Et puis, quelque chose que tu as dit aussi, Thomas, qui est intéressant, que nous, on théorise, entre guillemets, chez Vestiaire Collective, c'est ce qu'on appelle l'upscale effect, c'est utiliser l'accessibilité économique de la seconde main, non pas pour acheter exactement ce qu'on achetait en première main, mais pour changer de gamme et idéalement changer de gamme vers le haut. Donc là où avec un budget mode de 50 € par mois ou 100 € par mois, on achetait du mass market en première main, on peut switcher sur du milieu de gamme en seconde main, etc. Et puis enfin, j'en ai parlé avec la partie plus lobbying, pour nous c'était très important de prendre position très clairement sur ce qu'on pense qui tue notre industrie, à la fois du côté production, puisqu'on voit que quand même l'ensemble du secteur de la mode est en grande difficulté depuis plusieurs années, mais s'enfonce progressivement avec l'arrivée de l'ultra fast fashion. Et puis du consommateur, parce qu'on se retrouve maintenant dans une situation où on n'a jamais possédé autant de vêtements, on n'a jamais eu autant de vêtements, qu'on n'a jamais porté aussi peu longtemps. Et voilà, on a des placards qui débordent et finalement la sensation de rien avoir à se mettre. Et pour faire évoluer le changement des comportements des consommateurs, je reviens à ce que Flavie disait tout à l'heure, c'est l'impact du marketing, la communication et le marketing. Comment vous l'avez intégré dans la manière de faire avancer, de faire évoluer le mode de consommation ? Mais alors c'est marrant parce que moi, avant de travailler dans la mode de seconde main, j'étais consultante en développement durable et je travaillais beaucoup avec des gens qui font de la mesure d'impact. Et pour moi, la communication et le marketing, c'était un peu un gros mot. C'était un peu un truc qui effectivement, avec ce qu'on se dit sur l'obsolescence émotionnelle, un truc qui devait en tout cas venir vraiment en bout de course, quoi. Vraiment, quand on était sûr que tout était bien propre et bien clean, on pouvait communiquer. Et finalement, quand on rentre dans l'industrie de la mode, on se rend compte que le marketing, c'est un levier ultra puissant de comportement consommateur dans un sens, mais aussi dans l'autre finalement. En fait, c'est le seul levier presque qu'on a à disposition pour influer les modes de consommation. C'est aussi le plus gros budget des marques, et ça, où qu'on se trouve dans l'éventail de la fast fashion au luxe, le marketing, c'est les budgets numéro 1 de toutes les marques de mode. Dans le marketing, plus précisément même l'influence, qui ces dernières années est devenue numéro 1 au sein des budgets marketing. Et donc nous, fort de cette mission de vouloir changer les modes de comportement, on s'est dit en fait le marketing, on ne peut pas s'en passer. Par contre, c'est de quelle manière on veut faire du marketing et quel comportement on veut influer. Et donc on s'est attaché à créer l'impact. Alors évidemment avec un pilier de mesure d'impact, etc., mais aussi comme un pilier de marque, parce qu'en fait, même Vestiaire Collective, on se dit, c'est une plateforme de mode de seconde main, le développement durable, ça fait partie de la marque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me disait quand je suis arrivée, c'est, non, mais l'impact, on n'a pas besoin d'en parler, puisque c'est qui on est, c'est partout. Mais en fait, si on ne le dit pas, c'est pas clair, et c'est pas forcément clair pour les gens qui achètent sur notre plateforme. Et donc, on a construit vraiment l'impact comme pilier de marque, avec une philosophie Think First Buy Second, qui est un peu ce double clin d'œil de penser première main mais acheter deuxième main, mais aussi réfléchissez avant d'acheter. Et puis tout un tas de campagnes autour de la surconsommation, de la fast fashion. Et on travaille aussi maintenant avec des influenceurs pour, encore une fois, avec l'idée qu'il ne faut pas rester forcément d'ailleurs que entre convaincus, donc pas que avec des influenceurs qui sont déjà dans la consommation responsable, mais plutôt, et puis ça encore une fois c'est parti d'une idée un peu naïve où quand on a banni la fast fashion du catalogue, on s'est dit ce qu'on va demander à l'équipe influence, c'est de plus travailler avec des influenceurs qui travaillent avec de la fast fashion pour être cohérent sur toute la marque. Mais en fait, surprise, la fast fashion paye beaucoup mieux que nous, ces influenceurs. On n'a pas du tout les mêmes budgets marketing. Donc on n'avait en fait pas la capacité de faire ça, puisqu'on se privait des très gros poids du marketing et de l'influence. Donc ce qu'on s'est dit plutôt, c'est, encore une fois, on va essayer de faire ce travail d'influence. Donc on va accompagner à travers des voyages influenceurs et avec Charlotte Lemay et son association Aware Collective, que je vous invite à regarder, c'est très intéressant ce qu'elle fait. Et on propose des voyages de sensibilisation. Donc on prend des influenceurs, on les emmène à la campagne au vert, et des influenceurs qui pratiquent toute forme de consommation, et on leur parle de la seconde main, on leur parle de tout ce dont on se parle aujourd'hui, et on compte du coup sur, j'allais dire, pas que leur bonne intelligence, mais on travaille avec eux, même justement cette partie business model, cette partie syndrome de l'imposteur aussi. Il y en a beaucoup qui ont envie de prôner une consommation responsable, mais qui ne savent pas comment le faire ou qui ne se sentent pas légitimes pour le faire.
C'est marrant parce que ce travail que vous faites avec les influenceurs, je sais qu'EasyCash le fait aussi sur le segment du luxe. Très rapidement, Sophie, hein, vous avez vous aussi travaillé ces derniers mois avec des influenceurs pour expliquer ce que vous faites, vous, sur ce segment-là. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Ouais. Je ne vais pas spoiler ce qui va être dit tout cet après-midi parce que le cœur de la table de la Réunion nationale, c'est le marketing et justement les leviers d'influence, comment on va les travailler avec notamment Morgane. Ça, ce sera pour l'interne. Donc voilà, ça sera plutôt pour l'interne. Donc ce qui est sûr, c'est que nous, l'influence, c'était quelque chose qui était plutôt laissé pour compte depuis 2 années. C'est un sujet qu'on a remis au cœur de notre stratégie marketing, notamment avec des équipes qui s'en occupent, et aussi comment on embarque un réseau de franchisés à utiliser l'influence sur leur propre compte pour créer justement du rayonnement territorial. Donc nous, on s'en sert plus aujourd'hui davantage comme une visibilité d'offres produits plutôt que comme un levier pour faire passer des messages relatifs à la marque parce qu'on n'en est pas la maturité de vestiaire collective, mais on compte bien y arriver en tout cas. Marie, si on revient sur Leroy Merlin et ce que vous faites, est-ce que vous avez identifié les leviers les plus vertueux pour amener la seconde main à grande échelle ? Alors oui, après ils dépendent beaucoup des catégories. On a nous la particularité d'avoir des tournevis, mais aussi des portes de garage, des cuisines, de la déco, de la peinture. Ce qui rend le système beaucoup plus complexe, j'imagine. Voilà, donc ça nous laisse beaucoup de créativité. En tout cas, on a quand même un ordre des choses. C'est-à-dire la pratique la plus vertueuse, c'est d'abord de réparer. C'est pour ça qu'on a créé en premier lieu notre EcoScore qui permet d'accompagner nos fournisseurs sur l'éco-conception des produits autant que des sujets sociaux et qui nous permet, et on pourra en reparler après, d'accompagner le monde amont parce que là pour le coup il y a un vrai enjeu à ce que les fournisseurs accélèrent sur la standardisation des pièces détachées et de la conception des produits et de ne pas renouveler, alors qui n'est jamais fait dans un cadre chez nous d'obsolescence programmée, mais plutôt d'innovation permanente. Mais quand même, à la fin, ça fait un nombre de pièces détachées assez colossal à devoir gérer. Et en tout cas, la pratique la plus vertueuse, c'est qu'un client qui revient avec un produit qui peut être en état de fonctionnement, qui puisse être réparé dans nos ateliers ou via, si c'est des réparations plus complexes ou spécifiques, via des partenaires. La deuxième pratique, on en parlait tout à l'heure, c'est la location. Alors celle-ci, elle est possible sur les produits d'usage, les produits motorisés par exemple, ou l'outillage. Elle n'est pas possible sur les briques ou sur la peinture par définition. Et donc cette location, le sujet pour nous, c'est de plus en faire un service un peu caché à l'arrière de nos magasins, mais vraiment une alternative en rayon. Et donc on travaille à pouvoir vraiment avoir des produits où vous pouvez l'acheter pour 49 € ou le louer pour 5 ou 10 € par jour. Et donc d'être vraiment dans cette notion de substituabilité. Et puis évidemment la seconde vie, parce que sur nombre de produits, la seconde vie peut être une vraie alternative, accessible et de qualité, qui répond pleinement à notre mission de démocratiser l'offre et une offre qui soit avec un très bon niveau de qualité. Et alors sur le relèvement justement des industriels, qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Si vous ne vous engagez pas, nous on ne peut pas faire grand-chose, on a du mal à avancer aussi, c'est ça? Exactement. Alors, c'est un accompagnement qu'on fait depuis plusieurs années. On a nous 2-3 conventions par an, dont au moins une en physique. On a aujourd'hui aussi un scoring de nos fournisseurs sur les différentes dimensions, qualité de service, convergence de l'offre, mais aussi engagement de durabilité des produits et taux de retour. Et on travaille avec eux via notre EcoScore, pouvoir améliorer et standardiser ce qu'on a découvert progressivement. Pour donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des vélos, et nos cousins de chez Decathlon connaissent bien, les roues de vélo, globalement, elles sont standardisées. Et que vous ayez une marque plutôt entrée de gamme ou haut de gamme, il y a un certain nombre de roues de vélo et on est capable, du coup, de réparer assez facilement des vélos. Des roues de tondeuse, il y a autant de roues de tondeuse qu'il y a de tondeuses sur le marché. En fait, il n'y a pas de standardisation de ces pièces-là. Et là, je parle que des roues. Si on commence à rentrer dans les composants, les moteurs et puis l'ensemble des produits qui existent, il y a un vrai sujet de travailler, nous, à la fois avec les fédérations, à la fois avec les fournisseurs, individuellement, et puis avec le législateur aussi, pour pouvoir avancer là-dessus et nous permettre de gérer ça, parce que le vrai nerf de la guerre sur la réparation, c'est l'accès aux pièces détachées pour comprendre lesquelles sont compatibles,
pour pouvoir les commander, et ça dans des délais raisonnables, parce que sinon, de la même façon, le travail de réparabilité, il n'est pas entendable pour les clients d'attendre 3 mois pour réparer un produit. Marie, pour préparer cette table ronde, vous me parliez de l'exemple des batteries. Et les fournisseurs, les fabricants de batteries, pour garder le leadership, font des batteries qui leur sont propres, uniques, c'est ça ? Oui, alors après, on peut aussi avoir des standards, enfin des standardisations non désirées, c'est-à-dire qu'il y a certaines typologies de produits, et donc certains que vous connaissez, comme l'outillage à batterie, où effectivement, pour les marques, la promesse aux consommateurs, c'est de dire vous achetez une seule batterie qui est compatible avec tout un tas d'outillages. Voilà. Et donc l'intérêt pour la marque, c'est que cette batterie, elle soit pas complètement compatible avec celle des copains, parce que sinon, il n'y a plus d'intérêt à avoir la série complète. Et donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille avec les marques pour pouvoir justement aller vers des batteries universelles. Donc c'est des choses qu'on commence à proposer, mais qui ne sont pas intuitives pour les industriels. On parlait de réparabilité tout à l'heure, vous dites qu'il y a en fait un paradoxe. Plus on met de la technologie dans les produits, plus ils deviennent difficiles à réparer. Alors, c'est ce qu'on a découvert. Alors, nous, on a 2 enjeux parallèles. C'est que notre décarbonation, elle est essentiellement liée à l'offre. Nous, 95% de notre carbone, il vient du produit et de son cycle de vie. Et donc, quand on veut améliorer, par exemple, l'impact des chauffe-eau, on doit y mettre de la technologie pour que les clients puissent mieux piloter leur consommation, pour qu'il y ait de la connectabilité des produits. Et puis, on a découvert en travaillant avec des organismes de recyclage que cette technologie, elle rend les chauffe-eau beaucoup moins facilement recyclables qu'ils ne l'étaient avant dans des produits plus basiques et puis plus difficilement, ça on le sait plutôt, réparables, parce que des composants techniques, c'est toujours plus compliqué à réparer que de la mécanique. Et donc, on apprend à avancer avec ça et de se dire finalement comment... à la fois, on travaille sur cet enjeu de décarbonation qui est massif dans l'habitat, c'est 36% du carbone de la France, qui est massif dans les produits de consommation d'énergie, qui est une grosse part, nous, de notre part de carbone. Et en même temps, la réparabilité et la seconde vie, elle doit être permise en rendant les produits facilement réparables. Donc c'est un challenge catégorie par catégorie. Flavie, vous rejoignez ce que Marie vient de partager sur les avancées technologiques qui deviennent un peu un frein aussi ? Par exemple, nous, on a fait une enquête sur les véhicules et sur l'obsolescence accélérée des voitures. Et on peut voir qu'en effet, il y a certaines avancées électroniques, on va dire, qui permettent aussi aux metteurs sur le marché de contrôler un peu ce qui est fait en termes de changement de pièces. Je vais prendre l'exemple de la sérialisation. C'est le cas de notre dernière plainte contre Apple. Et en fait, sur les téléphones portables, et même sur d'autres produits de plus en plus, mais là c'est le cas des téléphones portables, Apple freine la réparation et le reconditionnement en empêchant d'aller réparer où on le souhaite. C'est-à-dire qu'ils permettent de pouvoir changer des pièces en passant chez les réparateurs agréés Apple. Mais quand on passe chez réparateurs de son choix, indépendants, etc., on peut avoir des messages d'erreur qui s'affichent sur le téléphone quand on a changé une batterie, même si c'est une batterie Apple par exemple, ou un écran ou autre. Et donc ça, c'est des pratiques qui empêchent la réparation, donc même sur la première vie, mais qui va empêcher aussi le développement du reconditionnement, de la réparation pour la seconde vie. Et ça, aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Donc il y a un vrai enjeu, comme je disais, de plaidoyer pour des nouvelles normes, des nouvelles lois, mais il y a aussi un enjeu d'application de la loi aujourd'hui. Et donc ça, c'est dans les recommandations qu'on porte, c'est déjà d'avoir cette application de la loi pour que les produits puissent durer dans le temps et puissent avoir une seconde vie. Parce que sinon, ce ne sera pas possible. On ne peut pas vendre des produits si on ne peut pas les reconditionner, les réparer. Et ensuite, là où on veut agir aussi, c'est sur les aspects plus, par exemple, comme je disais avec le marketing de publicité. Aujourd'hui, la publicité est autorégulée et on considère que c'est un problème puisque il n'y a pas de sanction si il y a des suites et par exemple, donc c'est une autorité. Une autorégulation qui va faire ces contrôles, mais il n'y a pas de sanction si on considère que cette pub est problématique. Donc on considère qu'il y a quand même pas mal de choses aussi à faire sur ce plan-là.
Il faut mettre au même niveau de visibilité la seconde main que les produits neufs aussi. Ça, c'est important parmi vos recommandations. Oui, voilà, j'y venais. Les recommandations qu'on porte aussi, c'est pouvoir valoriser et mettre en avant aussi bien le neuf que la seconde main. Au même plan. Et donc, ça va être, par exemple, de favoriser le développement de marketing durable ou même dans des rayons, mettre au même niveau le neuf et la seconde main. Donc ça, c'est ultra important pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a d'autres alternatives. Quand on regarde maintenant le cadre réglementaire français, qu'est-ce qui existe et qui est bon et qu'est-ce qu'il faudrait aller vers quoi pour permettre justement de faire avancer les choses? Il y a pas mal de politiques publiques en France qui vont dans le bon sens et on est quand même un pays qui avance énormément en comparaison à d'autres pays d'Union européenne. On a les indices de réparabilité et de durabilité depuis plusieurs années. Là, cette année, c'est la première année de l'indice de durabilité. On a également le bonus réparation, qui est encore assez méconnu des consommateurs et que nous, on essaye de développer, on essaye de faire une grande communication sur le bonus pour montrer que c'est très bénéfique, parce que, pour rappel, ça permet de réparer pour moins cher, donc c'est directement déduit de notre facture en tant que consommateur, et il suffit de se rendre chez un réparateur qui est labellisé. Donc on n'a pas de démarche administrative à faire, c'est très avantageux, mais aujourd'hui on voit que c'est encore peu connu, malheureusement, et donc nous on en fait aussi la promotion à travers nos actions, et notamment les journées nationales de la réparation qu'on organise tous les ans en octobre, et qui est un grand moment fédérateur autour de la réparation. On organise plus de 1000 événements partout en France, donc ça peut être des ouvertures d'ateliers, des conférences, des ateliers de sensibilisation, etc. Et c'est aussi l'occasion justement de faire la promotion de tous ces dispositifs qui sont qui vont vraiment dans le bon sens, mais on a aussi le risque de voir ces nouveaux dispositifs un peu détricotés par le niveau Union européenne, puisque l'Union européenne a ses propres indices désormais qui commencent à s'appliquer et qui ne reprennent pas les mêmes critères que la France et qui sont moins ambitieux malheureusement. Donc les Journées nationales de la réparation, c'est en octobre, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, en octobre. Chaque année, donc en octobre. Sur la partie réglementaire, Hortense, vous portez la voix d'une TVA sur la seconde main réduite? Oui, alors d'une manière générale, vu le temps qu'on a passé, comme vous, EasyCash, à démontrer le bénéfice environnemental de la seconde main, je pense que maintenant toutes les toutes les informations et toutes les cartes sont sur la table pour que les pouvoirs publics puissent, je dirais, niveler le terrain de jeu entre des acteurs, encore une fois, de la fast et de l'ultra fast fashion qui respectent pas nos règles du jeu et des acteurs qui non seulement respectent les règles du jeu mais proposent un service environnemental démontré. Et donc je pense que pour moi ça va de pair. La loi sur la réduction de l'impact textile, qui d'ailleurs comprend une mention sur la publicité et l'influence très intéressante. Et puis le soutien au modèle circulaire avec un effet prix, on s'en parle, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc à travers une TVA circulaire qui gagne du terrain parce qu'elle est discutée, elle est plus que discutée. Il y a un amendement sur la TVA circulaire sur la réparation qui a été voté déjà au Sénat et à l'Assemblée. Pour la seconde main, ça va être un peu plus long parce qu'il faut repasser par l'Europe, parce que c'est l'Europe qui liste les exclusions possibles à la TVA, et la réparation est dedans, mais pas encore la seconde main. Mais normalement, si on y arrive sur la réparation, ce sera évidemment plus facile d'avancer derrière sur la seconde main. Aujourd'hui, il y a une TVA sur marge qui existe sur les produits de seconde main. Ça fonctionne très bien. Je sais que c'est le modèle d'ailleurs que défend EasyCash. C'est pas quelque chose qui fonctionne et auquel il ne faut pas toucher aujourd'hui? Ça dépend. Nous, on est sur un modèle de TVA sur commission. D'accord. Donc pour nous, une TVA réduite, ça aurait un effet important et ce serait un levier vers et la rentabilité et l'accessibilité de l'offre très important. Mais oui, il faudra effectivement regarder les différents modèles d'application de la TVA. Mais il n'y a pas de raison, l'objectif d'une TVA circulaire, ce sera un soutien des pouvoirs publics envers les modèles qui proposent un service environnemental. Donc il n'y a absolument aucune raison qu'on touche à un modèle s'il est déjà plus compétitif. Thomas, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire changer les comportements des consommateurs qui achètent du neuf et les amener vers l'occasion? Et comment est-ce qu'on peut faire pour rendre la seconde main, on peut dire, un peu plus vraiment désirable? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de choses. Tout à l'heure, je vous parlais de système de motivation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adapter les éléments au système de motivation du groupe d'individus qu'on va cibler. On va raisonner en groupe, mais on pourrait aussi, encore plus précisément, raisonner par individu, puisque personne ne partage les mêmes motivations.
Donc déjà, il est difficile d'imaginer un argumentaire qui fonctionne pour tout le monde. Après, par exemple, tout à l'heure, on a parlé des freins qui sont déclarés dans les sondages. On peut rappeler, pour ce qui est le manque de fiabilité, que la plupart des produits reconditionnés disposent de la même garantie, enfin d'une garantie aussi longue, etc. Mais on peut aussi travailler sur des motivations qui, elles, ne sont pas forcément énoncées, comme je disais tout à l'heure. Et pour en citer une, je vais vous parler de la motivation d'appartenance, parce que même si on ne s'en rend pas compte, il y a des éléments qui ont été évoqués aujourd'hui et qui y font référence. La motivation d'appartenance, ou plus simplement la norme sociale, c'est par exemple d'indiquer, comme vous l'avez fait en introduction, qu'aujourd'hui, 3 Français sur 4 ont consommé des produits d'occasion ou de seconde main sur l'année précédente ou cette année-là. Et donc, c'est dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est devenu la norme. Et ça, en tout cas dans les travaux qu'on mène dans les disciplines comportementales, c'est un des leviers motivationnels les plus importants. Mais vraiment avec un pouvoir, bon, ça varie entre les situations, etc., mais qui peut être écrasant pour le coup. Et pour expliquer ça, si vous voulez, on a plusieurs éléments. Le fait de se dire que tout le monde a recours à une même pratique, déjà, en premier, ça augmente la confiance dans la pratique. On se dit, si tout le monde le fait, c'est qu'a priori, ça déconne pas, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, ça enlève un potentiel tabou autour de la pratique. C'est-à-dire, en fait, je n'osais pas dire que je consommais d'occasion ou quelque chose comme ça. En fait, si on est au courant que tout le monde le fait, bon, bah voilà, ça devient normal, on peut en parler librement. Et puis, troisièmement, ça va donner envie, et ça va donner envie pour 2 raisons. La première, c'est une sorte d'aversion à la perte, d'aversion au manque, de se dire peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose, moi seul, à ne pas le faire. Et deuxièmement, le truc qu'on supporte le moins, et on est câblé pour l'éviter, c'est d'être en dehors de la norme. C'est-à-dire au final, c'est peut-être moi qui ne suis pas normal. Peut-être qu'il faut que je m'y mette, parce qu'aujourd'hui, ce serait bizarre de consommer de la seconde main. En tout cas, ça, c'est l'étape qu'on souhaite atteindre dans le cas présent. Mais voilà, le coût de cette motivation-là, par exemple, elle est systématiquement sous-estimé, puisque quand on demande aux gens ce qui les motive, bon, ils n'évoquent pas cet élément-là. Personne ne dit je fais ça pour faire comme tous les autres, ça n'existe pas. Quand on leur demande explicitement est-ce que vous faites ça parce que tout le monde autour de vous le fait, la réponse est un peu plus modérée. Par contre, quand on l'expérimente, c'est-à-dire quand on met des gens qui vont faire tous le même choix d'un côté et on voit ce que la dernière personne va faire, ça marche. Là, pour le coup, c'est vraiment écrasant. Ou alors quand on demande simplement est-ce que vous proche le fond, et puis plus tard, sans faire le lien, est-ce que vous le faites, il y a toujours des corrélations assez importantes dans les pratiques. Si je décrypte entre les lignes, Thomas, à vous écouter, il faut faire la consommation responsable sans dire qu'on fait la consommation responsable, c'est ça ? Alors, ça c'est encore un autre point, mais oui, effectivement, ça rejoint ça. Bon, consommation responsable, il y a plusieurs choses. Déjà aujourd'hui, je dirais que vous avez parlé de l'argument écologique, du fait qu'il fallait mettre en avant que dans la seconde main, on est écologiquement vertueux. Je dirais que du côté responsable, peut-être ne pas appuyer entièrement les campagnes marketing sur ce sujet aujourd'hui, puisqu'a priori, le public qui peut être concerné par ces motivations environnementales, il est déjà conquis, et en tout cas, à travers mes travaux, moi ce que je découvre, c'est qu'il est essentiellement conscient de ça. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer plus la responsabilité. Peut-être s'orienter vers d'autres arguments, mais après la responsabilité, c'est quand même quelque chose qu'on peut garder. Enfin, en tout cas, l'argument écologique, parce que bon, ça rappelle à tout le monde qu'on a cet avantage-là, et aux personnes qui ne sont pas forcément intéressées directement par l'écologie, ça leur permet de rationaliser. La motivation valorisante, ce dont on parlait tout à l'heure, enfin la justification valorisante, mais la responsabilité, dernier terme. Effectivement, parfois on dit qu'il ne faut pas l'employer parce qu'il y a des gens qui vont se braquer face à ce terme-là. Et c'est vrai. Et en fait, ces personnes vont se braquer par rapport à des situations de dissonance dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans certains cas, on est tenu entre le choix, entre guillemets, d'être responsable d'un côté, et puis de l'autre, faire quelque chose pour lequel on est motivé. Par exemple, moi, je suis tenu entre le fait d'être responsable et de voyager à l'autre bout de la planète. Bon, et bien voilà, à l'occasion, on se trouve en dissonance. Ça peut générer des réactions potentiellement délicates. On peut être amené à rejeter le message et ou le messager. Je pense que c'est une situation qu'on a tous rencontrée dans des débats, des discussions, etc., où on a déjà vu ça. Mais je vais quand même terminer ce point en disant que responsable, moi je pense qu'il ne faut pas l'abandonner ce terme.
que dans certaines situations, dans certaines campagnes marketing, peut-être qu'on va l'éviter pour le coup, mais responsable, en fait, on a une responsabilité dans la consommation. Bon, des fois, on l'utilise à tort et à travers le terme, des fois, on va l'appuyer sur des personnes qui n'ont pas vraiment le choix. Mais globalement, moi par exemple, partir voyager à l'autre bout de la planète, j'ai le choix. Il n'y a rien d'écrasant. Si j'y vais pas, il ne va rien se passer. Donc j'ai cette responsabilité-là. Et en fait, si on abandonne cette notion de responsable dans le discours ambiant, la norme, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, elle va s'affaiblir, elle va s'amenuire. Et vous, votre argument de masse, ce truc massu qui est de dire c'est en train de devenir la norme parce qu'on a une responsabilité, en fait, petit à petit, on va le faire disparaître tout seul. Est-ce qu'on sait scientifiquement si la seconde main rend heureux? Est-ce qu'on arrive à le prouver, ça? Est-ce que le fait d'acheter sur les cirques collectives un vêtement, un sac à main, ou d'acheter une perceuse qui a déjà eu une première vie chez Leroy Merlin, est-ce que ça rend heureux? Je pense que ça arrangerait bien tout le monde dans la salle. Alors, il va falloir être très précautionneux sur ce lien, mais globalement, les travaux sur le sujet tendent pour un oui. Et pour ça, il y a 2 raisons pour l'expliquer aujourd'hui. Le premier, je sais, je me répète sans arrêt, encore la dissonance. Le fait de se dire, au final, j'ai choisi, donc dans un conflit de valeurs, j'ai fait le choix de suivre une motivation de valeur plutôt qu'une motivation de pulsion, par exemple. A posteriori, nous pousse à nous dire, en fait, j'ai fait le bon choix. C'est quelque chose qu'on accepte mieux, avec lequel on vit mieux, on est en paix et on est plus heureux quand on fait des choix de ce type a posteriori. Et ça, c'est systématique. Le deuxième point, c'est globalement, et là, il y a beaucoup plus d'études sur ce sujet-là, que les individus qui s'orientent vers la sobriété, qui consomment peu, très peu, ou alors uniquement pour subvenir à leurs besoins, donc on ne va pas poursuivre le dernier gadget, on ne va pas aller dans le dernier, dans l'Apple Store pour acheter le dernier modèle sorti, etc. Mais plutôt de se contenter, par exemple, d'un téléphone reconditionné, dans le cas présent. Donc les personnes qui n'ont pas de valeur matérialiste très poussée sont celles qui déclarent être les plus heureuses. Maintenant, le petit problème sur ces travaux-là, il y en a beaucoup, aux 4 coins du globe, etc. C'est vraiment un truc qui a été très étudié. C'est qu'il s'agit essentiellement d'études corrélationnelles. Donc pour le faire plus simple, on ne sait pas si c'est le fait d'acheter peu, de rester sobre qui rend heureux, ou alors le fait d'être heureux qui nous pousse à moins consommer. Mais aux dernières nouvelles, les auteurs pensent qu'en réalité, on pourrait parler de boucle rétroactive positive, parce qu'on sait aussi que quand quelqu'un est malheureux, il va avoir tendance à s'orienter plus facilement vers de la consommation effrénée, de la consommation pulsionnelle. Merci Thomas. Dans 5 minutes, on va prendre vos questions. Vous, dans la salle, si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas à lever la main. On viendra vous tendre un micro. Et pour ceux qui nous regardent à distance, vous pouvez nous envoyer vos questions. Juste avant, on va faire un dernier tour de table dans quelques instants. Sophie, vous distinguez, alors, on a parlé du livre blanc que EasyCash a sorti. Vous distinguez les produits de seconde vie, les produits de seconde main. Pourquoi est-ce que c'est important pour EasyCash? Qu'est-ce que ça change dans votre manière de présenter le modèle EasyCash aujourd'hui? C'est vrai, c'est une bonne question, Stéphane. Dans ce livre blanc, on a identifié surtout 3 critères qui font que la seconde main est vraiment vertueuse. Et ce qui est bien, c'est que ça fait une belle synthèse de nos échanges de ce jour. Le premier, c'est conserver son produit le plus longtemps possible. Un produit qu'on ne remplace pas, c'est finalement un produit sur lequel on ne va pas émettre de la consommation additionnelle. Le deuxième, c'est éviter l'accélération des échanges, et on en a parlé un petit peu, c'est les fameux effets rebond et surconsommation, notamment via des actions marketing un peu poussives. Et le troisième, durabilité, taux de remplacement, c'est aller chercher les clients qui ne viennent pas aujourd'hui chez nous, donc les clients du neuf. C'est sur ces clients-là qu'il faut qu'on capitalise demain, parce que c'est avec eux qu'on aura le meilleur impact, parce qu'on va leur faire changer de comportement. Donc ça, c'est les 3 critères que nous, on a trouvé intéressant de relever dans ce livre blanc. Et chez EasyCash, il y a aussi une part de produits neufs. Alors, pourquoi ce choix? Quelles règles vous vous êtes fixées pour pas que ça aille à l'encontre de votre modèle? Alors effectivement, aujourd'hui, on a quelques produits neufs chez nous. Donc on a une famille qui est plaquée or, sur lequel on voulait répondre à une promesse qui est allonger, proposer des gammes, on va dire, très profondes à nos clientes. Donc une cliente qui rentre chez nous pouvait trouver un bijou à 10 € ou un bijou à 100 €. Donc ça, c'est une promesse qu'on a chez EasyCash. On a décidé de changer un petit peu ce modèle-là à horizon 2030 pour sortir cette famille de produits-là. Par contre, on continuera à vendre des produits qui permettent d'allonger
prolonger la durée de vie des produits. Donc les coques de téléphone, ça permet de protéger le téléphone, c'est OK de les vendre en neuf. Donc on s'est fixé, un peu comme Vestiaire Collective, une grille de décision pour savoir ce qui était cohérent ou pas dans notre modèle d'affaires à horizon 2030. Donc la boussole, c'est pas 0,9, c'est le neuf, oui, à condition qu'il serve toute la vie, hein, c'est ça? Tout à fait, chaque décision qu'on doit prendre, nous on engage un réseau, donc on doit pouvoir le justifier demain, et il ne faut surtout pas perdre le sens de ce qu'on fait, parce que notre volonté collective, c'est de faire en sorte que la seconde main égale le neuf demain, voire le remplace. Donc c'est bien notre mission chez EasyCash. Un dernier tour de table, chacun en 30 secondes. À quoi doit ressembler 2030 si on arrive à suivre cette trajectoire de la seconde main? À quoi la seconde main devra ressembler ou devrait ressembler d'ici 4-5 ans? Hortense, comment avec vous? Je suis absolument d'accord avec ce que tu disais, Thomas. Je pense que l'impact, c'est un moteur secondaire par rapport à l'accessibilité. Et en plus, probablement qu'effectivement, ceux qui sont déjà convaincus sont déjà là. Donc je pense que notre priorité, ça doit être de proposer une expérience qui est au moins aussi fluide que celle qu'on cherche à remplacer. Et je pense que l'IA va probablement nous aider sur pas mal de choses, sur les problématiques de sizing, voilà, enfin, le fait de ne pas pouvoir forcément voir les produits avant de les acheter, de fluidifier l'expérience à la fois côté acheteur et côté vendeur, puisque nous, on va aussi chercher des vendeurs en ligne. Mais en tout cas, pour moi, la bataille qu'on doit gagner, c'est vraiment la bataille culturelle. Et donc c'est ce que tu disais, enfin, avant tout, on doit rendre la seconde main aussi cool, voire plus cool que le neuf, et ringardiser absolument les modes de consommation qu'on veut voir disparaître, et notamment les modes de surconsommation qu'on veut voir disparaître. Donc cet effet d'appartenance dont tu parlais, je pense que c'est vraiment ça ce sur quoi on doit travailler. Marie, pour Leroy Merlin. Écoutez, nous, on est en train justement de le rêver avec nos collaborateurs. On a un processus un peu particulier chez Leroy Merlin tous les 10 ans. Ça fait 30 ans qu'on travaille la vision de l'entreprise avec 100% de nos collaborateurs, parce qu'on est chez nous aussi collaborateurs actionnaires. Et donc c'est en ce moment, chez nous, on est en train de travailler la vision 2035. Et à l'heure où je vous parle, on a tous nos collaborateurs qui, sur janvier, février, se réunissent dans toute la France, donc les 28 000, pour rêver à notre entreprise à 10 ans, et rêver avec toute la conscience, et on a eu des étapes précédentes, de la conscience de l'enjeu écologique, de la conscience de l'enjeu client, et la conscience, comme tu me dis, de l'évolution technologique, pour se dire finalement ce monde de demain qui va combiner les trois, répondre au mieux aux usages des habitants, tenir compte de l'impact planète et d'avoir un commerce qui soit responsable et durable, et s'appuyer au mieux et avec justesse sur la technologie pour en faire une vraie alternative bénéfique et aux collaborateurs et aux clients. Eh bien, on vous révélera au mois de septembre ce que ça nous amène comme nouvelle vision d'entreprise. Bon. On a hâte de savoir ce qui va ressortir. Flavie, hop. Moi, je dirais qu'il va falloir qu'on passe par le signal prix pour mettre en avant les produits de seconde main, dans le sens où il faut que les produits neufs soient vraiment différenciants niveau prix. Parce que si on a besoin d'être de bonne volonté pour acheter de la seconde main, mais qu'au niveau économique, on ne s'y retrouve pas dans ces choix-là, on va pouvoir convaincre que ceux qui sont déjà convaincus par les aspects environnementaux, les autres impacts. C'est compliqué de mettre des limites à des produits neufs commercialement, c'est compliqué. C'est pour ça que j'allais dire, en fait, il ne faut pas que ça passe par écraser les marges de la seconde main qui est déjà vraiment sous tension. Ouais. Mais ça va être trouver les mécanismes justement qui permettent d'agir sur les prix du neuf. Et il y a notamment le principe des éco-modulations, et donc de faire varier les éco-contributions, donc payées par les éco-organismes, et donc payées par les metteurs sur le marché aux éco-organismes, pardon, et qui du coup peuvent faire varier le prix de cette éco-contribution en fonction de critères environnementaux. On commence à voir arriver ça, par exemple, avec l'indice de réparabilité. L'indice obtenu permet de faire varier le prix. Mais on a besoin de voir encore un peu plus en profondeur ces mécanismes pour que ça ait un vrai impact. Thomas, en 30 secondes, si c'est possible. En 30 secondes, ok. Pour moi, c'est difficile d'imaginer ce qu'il en sera dans quelques années. Maintenant, voilà, peut-être une seconde main qui a réussi, c'est une seconde main qui touche plus de public et effectivement qui ne se cantonne pas qu'à un public dont la motivation pourrait être environnementale. Bon, je pense que la motivation première, c'est le prix, ça a été évoqué, c'est ce qui ressort et a priori, ça c'est fiable.
Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a d'autres points dont on pourrait parler, qui sont peut-être des points aussi contextuels, politiques, voire géopolitiques et sociaux pour le coup. Je pense par exemple à l'ADEME qui, lorsqu'elle travaille sur la promotion des économies d'énergie, rappelle qu'être économe en énergie en France, c'est aussi travailler à la souveraineté territoriale. Est-ce que par exemple, c'est pas une question qui va s'immiscer dans le débat dans les années à venir concernant la seconde main, dire profiter des ressources qu'on a sur le territoire plutôt qu'une dépendance à un import étranger. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'on traverse une époque un petit peu tumultueuse où ces questions peuvent rentrer dans le débat et qui sait si elles ne vont pas avoir une incidence dans le futur plus ou moins proche. Sophie, en 10 secondes. Oui, merci Steven. Nous, c'est un magasin qu'on projette en 2030 où en fait le consommateur rentre et se pose plus la question s'il vient acheter du neuf ou de l'occasion. En fait, c'est voilà, la même expérience. C'est pour nous un lieu physique aussi où il y a un lien social qui se passe parce qu'on ne fait pas qu'échanger des objets chez nous. Et je trouve que c'est une singularité qu'on doit garder. Donc réparer, acheter, apprendre, vendre, c'est des choses qu'on retrouvera en 2030 chez EasyCash. On a quelques questions qui nous arrivent du live. Première question de Stéphanie, et ce sera pour Marie, je pense, cette question. Quelle est l'utilisation de l'IA dans votre démarche de réparabilité? Est-ce que vous utilisez la machine learning pour la recherche, le match de pièces détachées, et comment est-ce qu'on peut atténuer? Ça, c'est compliqué. Ce serait peut-être l'idée d'une autre table ronde, l'empreinte carbone de l'IA en parallèle. On va peut-être pas rentrer là-dedans, mais... C'est des vraies questions. En tout cas, on a la chance chez nous d'avoir à la fois des grands experts sur le sujet et avec une très grande conscience d'engagement et de se dire c'est quoi la juste utilisation de l'IA. Donc, on pourrait relancer le débat, mais pour faire simple, on se dit ça doit être un IA qui augmente le collaborateur au service du client et qui fait gagner du temps, de la pertinence et dont on mesure l'empreinte écologique. Et justement, on vient de sortir une application pour faciliter le travail de diagnostic dans nos SAV qui est en test actuellement. Donc c'est pleinement des sujets sur lesquels on est. Alors, on a Jérémy qui nous envoie plusieurs messages sur le live. Merci Jérémy, il est très actif là. Alors, il faut que je fasse un petit peu le tri. On parle beaucoup de seconde vie comme un marché. Quand on change d'échelle, la vraie question, c'est peut-être comment est-ce qu'on s'organise pour que cette bascule soit faite collectivement. Comment est-ce qu'on s'organise, tous les acteurs puissent avancer. C'est vrai que là, on essaye, on vous donne la parole de manière assez silotée là, ce matin, mais est-ce que vous travaillez, on l'a compris chez Leroy Merlin, avec les industriels en phase amont, c'est indispensable, mais comment est-ce que vous travaillez avec d'autres acteurs qui sont impliqués aussi dans le processus de seconde main, peut-être C'est une excellente question. Nous, on est membre de la Fédération de la mode circulaire, mais qui déjà réunit tous les acteurs de la mode circulaire, donc de l'upcycling, de la seconde main, de la réparation dans la mode. Je pense que ce qui manque effectivement pour peser dans les discussions, puisqu'encore une fois, il faut savoir face à qui on parle, et on parle à des géants de l'e-commerce du neuf qui sont très bien organisés, mieux organisés que nous, et très présents dans les discussions en France et à Bruxelles. Et donc peut-être que ce qui manque aujourd'hui, et peut-être qu'on s'en parlera à l'issue de cette table ronde, mais c'est une alliance aussi trans-industrie, économie circulaire, mais pas que mode, qui puisse réunir les acteurs à travers différents secteurs. Cette réflexion de Jérémy qui est très juste, tant que l'écosystème reste fragmenté, la circularité dépend de la motivation individuelle. Le jour où il devient organisé, elle deviendra structurelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que certains veulent prendre la parole avant de laisser le mot de la fin à Anne-Catherine Péchineau, qui est la présidente d'EasyCash? Pas de questions dans la salle. Il est 9h55, alors c'est parfait, parce qu'on arrive pile poil. Ça nous arrange à la limite. Anne-Catherine Péchineau, vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Présidente d'EasyCash. Anne-Catherine. Oui. Que retenir des échanges absolument passionnants de cette table ronde? Alors tout d'abord, merci à Hortense, Flavie, Marie, Thomas puis Sophie pour ces échanges qui sont absolument passionnants. Moi, je vais retenir un certain nombre d'idées, 4 idées. La première, c'est que même si effectivement il n'existe pas encore de syndicats ou de lobbying commun sur la seconde main, il en existe à différents endroits, on voit quand même que le secteur est sacrément structuré. On n'est pas dans une économie alternative, il y a des vrais professionnels qui travaillent sur le sujet. Donc c'est un vrai mode de consommation et pas un mode de consommation à part. La seconde idée que j'ai retenue, c'est que vraiment dans un secteur
de la seconde main. La réassurance est vraiment essentielle et dans un métier où il faut tester, réassurer, contrôler, finalement, le fait d'avoir des magasins et des équipes, c'est quand même, pour EasyCash, je pense, un atout indéniable parce qu'il y a une vraie réassurance à avoir. La troisième chose, c'est ce que vous avez dit, Marie, c'est réparer d'abord la seconde main ensuite, ou en tout cas réparer d'abord. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler chez EasyCash en mettant des ateliers de réparation dans nos magasins, parce qu'effectivement, pour offrir une seconde main, il faut être capable de pouvoir réparer. Et puis la quatrième chose, c'est tous les débats sur le marketing. Effectivement, je pense qu'on embarquera les consommateurs sur autre chose que du rationnel. On dit souvent tête, cœur, corps, et là je pense que c'est vraiment au cœur qu'il va falloir parler, et que le marketing, c'est pas un gros mot, c'est un outil pour pouvoir parler au cœur, notamment avec les sujets d'influence que vous travaillez extrêmement bien. Alors, on a des sujets de divergence sur la TVA, parce que nous, on pense que la TVA sur marge, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bien adapté qui permet de payer la TVA sur la marge qui a été générée. Mais globalement, on voit bien que tous les sujets sont alignés. Et puis, je rebondirai sur deux choses qu'a dit Thomas. D'abord, j'ai été ravie d'entendre que la seconde main, consommer de seconde main rend heureux, même si j'ai bien compris que vous émettiez quelques réserves, mais moi j'en suis persuadée que je pense qu'EasyCash devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et puis la seconde chose, je pense que c'est les sujets de souveraineté nationale qui sont vraiment extrêmement importants, et le fait de créer des emplois en France qui ne sont pas délocalisables, de recréer également des filières de réparation qui avaient complètement disparu, c'est des vrais sujets qui sont importants pour demain et sur lesquels il va falloir qu'on œuvre collectivement si on veut ne pas être dépendant demain. Donc en tout cas, merci à tous pour ces échanges absolument passionnants. Merci beaucoup Anne-Catherine pour ce mot de conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis, vous qui étiez connectés à distance et vous dans cette salle. Merci à tous les intervenants. Merci de nous avoir suivis pour cette table ronde. Très belle journée à tous.